bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview LexisNexis consacrée aux successions internationales et plus particulièrement au testament international qui interroge de plus en plus la pratique des notaires, qui est de plus en plus utilisée et qui pose plusieurs questions sur sa validité, notamment sur les éléments d'extranéité en ce qui concerne notamment le lieu de résidence, la nationalité. Mais il fait aussi l'objet d'une actualité foisonnante, notamment à l'égard des trusts. Alors, quelles règles de forme le testament doit-il respecter dans ce cas précis pour être valable? Et en cas de choix d'une loi étrangère qui ne connaît pas évidemment et qui ne connaîtrait pas la réserve de droit français, quelles sont les difficultés en pratique et comment y faire face? Et pour répondre à mes questions, je suis ravie d'accueillir maître Sandrine Laméran. Vous êtes notaire associée au sein de l'étude Altémis à Lyon et vous êtes responsable du département ingénierie patrimoniale et familiale. Merci de répondre à mes questions. Tout d'abord, juste en préambule, est-ce que vous pouvez rappeler les conditions de validité du testament international? Tout à fait. Tout d'abord, le testament international, c'est la quatrième forme de testament qui existe en droit interne, dans notre droit interne, qui a été créée par la Convention de Washington en 1973 et qui a été introduit dans notre droit en 1994. Ce testament, bien sûr, il est utile dans un contexte international, mais il peut aussi être utilisé dans un contexte purement français, d'organisation successorale purement français. Et à l'instar des autres formes de testament qui existent dans notre droit interne, qui sont le testament holographe, le testament authentique, le testament mystique. S'agissant des spécificités du testament international, ce qui est intéressant, c'est qu'il est valable quel que soit le lieu de réaction, quel que soit le domicile et la nationalité du testateur. Il doit être écrit, mais il n'est pas forcément manuscrit de la main du testateur. Il peut aussi être d'ailleurs dactylographié. Il peut être rédigé en n'importe quelle langue, donc ça c'est un atout, et il doit être signé par le testateur en présence d'un notaire et de 2 témoins. Donc, lorsqu'un testament est établi dans un cadre international, c'est vrai que ce qui peut être problématique, c'est aussi la circulation du testament dans les États étrangers qui vont être concernés. Les autres formes françaises ne sont pas forcément des formes connues d'autres États. Le testament international peut être un testament qui va être plus facilement reconnu. Alors justement, vous l'évoquiez sur les critères de validité. On ne parlera pas de la capacité du testateur, qui est un sujet à part, mais va se poser toute une série de questions sur la validité du testament sur la forme. Justement, concrètement, est-ce que vous pouvez rappeler les critères d'exigence, notamment ceux au regard du règlement européen sur ce sujet? Oui, alors là, on rentre dans le droit international français, parce qu'il s'agit de déterminer quelle va être la loi applicable à la forme du testament. Quel que soit le fondement juridique, que ce soit la Convention de La Haye du 5 octobre 61, qui reste prioritaire par rapport au règlement européen des successions de 2012 pour les États qui l'avaient ratifié, ou que ce soit l'article 27 du règlement européen pour les successions de 2012, en fait, 5 critères sont définis et ils sont identiques dans les 2 cas. Le testament est valable quant à la forme si la forme respecte la loi soit du lieu de disposition, soit la loi d'une nationalité du testateur, soit du domicile ou de la résidence habituelle du testateur, tous ces critères étant appréciés soit au jour de la rédaction, soit au jour du décès. Également, la loi du lieu de situation des immeubles. Donc on voit qu'effectivement, que ce soit le règlement ou la Convention de La Haye, le but de ces règlements, c'était de valider le maximum de dispositions testamentaires. Alors ça, ce sont les fondements textuels. Qu'en est-il de la position des tribunaux sur ce sujet, notamment sur la langue? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, on a une actualité jurisprudentielle sur la question de la langue qui doit être ou non maîtrisée. La Cour de cassation, le 17 janvier 2025, a rendu un arrêt. Quels étaient les faits? Le défunt était une femme italienne qui avait établi un testament authentique en France en 2002, donc avec un notaire et 2 témoins, qui était décédée en 2015. Dans ce legs, elle avait déterminé des légataires universels. Le legs a été contesté
Et il a été contesté sur la forme, parce qu'elle avait eu recours à un interprète pendant le testament. Elle ne maîtrisait pas la langue française dans laquelle le testament avait été rédigé. Alors, ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est qu'il y a un historique, puisque les premiers juges du fond avaient validé le testament. Un premier arrêt de la Cour de cassation en mars 2022 avait cassé l'arrêt de la première Cour d'appel, considérant qu'il fallait maîtriser la langue française pour que le testament puisse être valable. La Cour d'appel de renvoi a résisté à l'arrêt de la Cour de cassation et est arrivé du coup un nouveau pourvoi qui a été tranché par l'Assemblée plénière, cette fois-ci, de la Cour de cassation le 17 janvier 2025, et qui a un petit peu assoupli les critères de l'arrêt de 2022. Donc, les critères qui ont été pris en compte sont le testament international peut être rédigé avec l'intervention d'un interprète dans une langue que le testateur ne comprend pas, à 2 conditions. La condition première, c'est que l'interprète doit être inscrit sur les listes des experts judiciaires. La deuxième condition, c'est que la loi dont dépend le notaire qui reçoit le testament doit autoriser ce recours à l'interprète. Et par exemple, la loi française autorise le recours à l'interprète dans le cadre d'un testament authentique depuis 2015. Très bien. Donc c'est très clair sur la langue et les précisions apportées par la Cour de cassation. Quid maintenant de la question des témoins? La Convention de la Haye est finalement peu précise sur le sujet. Je cite, « Il faut que les témoins remplissent des qualités objectives régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. » Question, en pratique, quelles sont concrètement les conditions de validité en ce qui concerne les témoins? Donc la personne habilitée en France, ça va être le notaire. En droit interne français, c'est l'article 980 du Code civil qui va déterminer les qualités que doivent remplir les témoins. Donc les témoins doivent être majeurs, ils doivent, eux, comprendre la langue française, ils ne doivent pas être mariés entre eux, ils doivent avoir la jouissance de leurs droits civils. On voit qu'il n'y a pas de... en tout cas, la condition de nationalité n'existe plus. Ils ne doivent pas être forcément français. Très bien. Alors on en vient maintenant à la délicate question de la réserve. Quid lorsque le testament organise le choix de la loi applicable à la succession? Alors par principe, l'article 22 du règlement européen succession permet de choisir la loi applicable sur l'ensemble des biens. Quelles sont les difficultés en fait en pratique? Alors effectivement, il est possible de désigner la loi que l'on souhaite applicable à la succession, qui va régir la dévolution, la quote-part revenant aux héritiers, la question de l'existence ou pas d'une protection des héritiers, et notamment la question de la réserve. Ça pourrait être donc la loi de la nationalité. En cas de double nationalité, le testateur pourra choisir n'importe quelle loi. Il existe des limites à ce choix, des limites qui sont d'abord en réalité matérielles, puisque chaque État a son propre droit international. Donc effectivement, si le droit international français considère que la professio juris peut désigner telle loi, et que cette loi ne connaît pas la professio juris, ça n'est pas gênant pour notre droit international. Néanmoins, peut-être que localement, il existe des biens sur lesquels les autorités locales n'accepteront pas de faire fonctionner la loi qui a été désignée. Donc ça, on comprend bien, c'est la première limite. Il y a une deuxième limite qui tient plus à une incertitude due à un arrêt de la CJUE. Exactement. Alors, la Cour européenne a rendu un arrêt le 12 octobre 2023 qui a posé le principe dans une situation où le testateur était résident dans un pays de l'Union européenne, sa nationalité était celle d'un État tiers à l'Union européenne. Eh bien, dans ce cas, il faut vérifier si entre l'État de résidence et l'État de la nationalité, il n'existe pas une convention bilatérale qui ne connaît pas la professio juris, auquel cas ce ressortissant ne pourrait pas utiliser la professio juris. Par contre, la Cour a rappelé que même s'il était de nationalité d'un État tiers à l'Union européenne, il pouvait bien entendu, outre cette exception, utiliser la professio juris.
Ça, c'est la deuxième limite. Voilà. Alors, une petite incertitude née de cet arrêt, puisque dans l'attendu de la Cour européenne, on lit effectivement que le ressortissant d'un État tiers résidant dans un État membre peut procéder à cette profession iuris. La question est, est-ce que c'est juste une maladresse d'écriture ou est-ce qu'elle rajoute un critère précisant que les ressortissants qui ne sont pas nationaux européens doivent résider dans un État membre pour établir leur testament de cette manière-là. Troisième limite. Alors la troisième limite, ce sera le droit de prélèvement compensatoire. Et je pense qu'on va en parler par la suite. Absolument. Alors justement, sur la question des trusts, la question est, la réserve de droit français est-elle d'ordre public ? Et sur ce sujet, on peut dire que l'actualité est dense. Quelle est la position des tribunaux français et aussi la position de la CEDH sur ce sujet ? Alors, la question touche les trusts, mais elle toucherait de la même manière n'importe quelle disposition testamentaire, puisque par le testament qui choisirait une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve, la question est effectivement, est-ce que la réserve est d'ordre public ou pas ? La Cour de cassation avait rendu une décision à ce sujet-là le 27 septembre 2017, considérant que la loi étrangère qui ignorait la réserve de droit français n'était pas automatiquement contraire à l'ordre public international. L'ordre public international sanctionnant en fait les discriminations fondées sur le genre, la religion, les différents types de filiation par exemple. Et l'atteinte en réalité à l'ordre public international s'appréciait concrètement et notamment en vérifiant l'état de situation de précarité ou de besoin de l'héritier et en vérifiant aussi les liens caractérisés entre le testateur et la loi qu'il avait choisie dans son testament. Le législateur français, ensuite, a créé le droit de prélèvement compensatoire. On ne va pas rentrer dans toutes les difficultés d'application de cette disposition parce qu'elles ont été très largement commentées. Donc cette disposition a été créée en novembre 2021 dans le but de lutter contre les successions, les lois successorales discriminatoires, notamment fondées sur le genre. Et c'est effectivement la nouvelle version d'un ancien droit de prélèvement qui existait auparavant dans le droit français et qui avait été déclaré inconstitutionnel parce que limité aux héritiers français. Aujourd'hui, ce droit de prélèvement permet aux enfants, si le défunt ou les enfants sont nationaux ou résidents d'un État membre de l'Union européenne, si la loi désignée ou la loi applicable ne connaît pas la réserve, et s'il existe des biens situés en France, que la réserve qui n'a pas été obtenue soit compensée prioritairement sur des biens situés en France. Donc, imaginons effectivement un ressortissant anglais qui vient passer sa retraite en France et qui souhaite désigner son conjoint légataire universel comme il est souvent de coutume en pays de common law, eh bien, ses enfants pourront utiliser le droit de prélèvement, par exemple, compensatoire. Une réponse ministérielle, le 21 novembre 2023, a répondu à des critiques relatives à ce droit de prélèvement compensatoire, a considéré que le législateur était revenu sur la jurisprudence que je citais avant de 2017 de la Cour de cassation et avait fait de la réserve héréditaire un principe d'ordre public international. Bon. Donc on revient. La Cour européenne des droits de l'homme, le 15 février 2024, a rendu à nouveau un arrêt qui va dans le sens initial de la Cour de cassation de 2017. C'est l'arrêt Jarre et Colombier. Qui a été très commenté. Exactement. En l'espèce, effectivement, le défunt était français, résidait en Californie. Un trust, alors là il s'agissait effectivement d'un trust, avait été organisé et les enfants de la première union étaient exhérédés. La Cour européenne rappelle que la liberté testamentaire est le principe, qu'il n'y a pas un droit à hériter
Et elle revient sur les critères que je vous ai décrits tout à l'heure de la Cour de cassation, notamment l'état de... On vérifie si l'ordre public international a été atteint du fait notamment de la situation de précarité de l'héritier, mais pas automatiquement parce que la loi qui est applicable ou qui est désignée ne connaît pas la réserve. Donc pas de droit à hériter. Oui. Dernière question pour conclure. En ce qui concerne peut-être la phase de rédaction du testament, quels sont les conseils pratiques vis-à-vis de ce testament international que vous donnez? Alors peut-être d'abord sur la forme. Le notaire va devoir arbitrer entre le fait d'établir un testament français portant sur la totalité du patrimoine, peut-être un testament international notamment, ou de procéder à plusieurs testaments qui seront locaux et qui seront coordonnés entre eux. Sur le fond, le travail du notaire va d'abord être d'identifier la loi applicable à défaut de testament, de vérifier quelle loi pourrait être applicable avec une professio juris, de vérifier le contenu du droit interne qui serait applicable, notamment de voir quels seraient les codes-parts des héritiers dans ce cas-là, de voir est-ce que cette loi connaît une réserve ou pas, et de déterminer après, effectivement, avec le testateur, quels sont ses souhaits et d'organiser les choses avec lui en fonction. Maître, merci infiniment d'avoir partagé vos conseils et de nous avoir consacré votre expertise sur ce sujet. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos publications, notamment au sein de la semaine juridique notariale, publiée sur notre site Lexis 360 Intelligence. Je vous remercie pour votre attention.